Comment se développe l'ostéoporose? Oui, c'est un problème un peu complexe qui mêle des causes externes et la biologie cellulaire, mais je vais surtout parler du mécanisme de la perte osseuse, en fait. Alors, on reprend les fonctions du squelette. La fonction du squelette, c'est avant tout une fonction de support pour les tissus mous, une fonction de support pour les mouvements et une fonction de protection. Ça veut dire que le squelette doit avoir une résistance mécanique suffisante pour résister aux différentes contraintes auxquelles il sera soumis. À côté de cela, il a une fonction métabolique car il comprend à peu près 99%, la quasi-totalité du calcium de l'organisme. Et le calcium est un ion très important en physiologie, donc il faut maintenir sa concentration constante dans le sang et les liquides extracellulaires. Et s'il y a un déficit, c'est dans le squelette qu'on va l'épuiser pour rétablir l'équilibre. C'est aussi l'endroit qui abrite la moelle hématopoïétique, donc là que se forment les cellules sanguines et certaines cellules immunitaires. Et il y a un dialogue constant entre ces cellules et les cellules osseuses. Et finalement, il a une fonction endocrinienne puisqu'il intervient lui-même dans la régulation de l'excrétion rénale du phosphore. Alors, le squelette est constitué de protéines. Une protéine particulièrement, c'est le collagène. Le collagène est associé à des sels minéraux, c'est de l'hydroxyapatite, des phosphates de calcium. Et ces fibres de collagène minéralisées sont assemblées en lamelles pour former de l'os trabéculaire qui constitue la partie interne ici de cette tête fémorale, mais qui constitue aussi la majorité des corps vertébraux. Et par ailleurs, il est assemblé dans des cylindres qu'on appelle des ostéones qui forment l'os cortical, c'est la coque externe de ce tête du fémur. Qu'est-ce que c'est l'ostéoporose? C'est une diminution de la quantité et une altération de la qualité des os, entraînant une fragilité osseuse et un risque accru de fracture pour des traumatismes mineurs. C'est ce qu'on appelle les fractures de fragilité dont M. Baudy a parlé. C'est illustré par cette image 3D radiologique, de microradiologie, d'une carotte de tissu trabéculaire chez une femme de 20 ans, chez une femme de 80 ans. Il y a une dégradation manifeste de la structure et l'âge et la ménopause en sont les principaux responsables. Mais toute perturbation du métabolisme du calcium, et par exemple un bilan calcique négatif, peut aggraver le problème. C'est pour ça qu'il faut avoir un régime suffisant en calcium. Alors, lorsqu'on regarde un squelette dans un musée d'anthropologie, on a l'impression de quelque chose de parfaitement calme, mais lorsque le squelette est vivant, il est le siège d'un processus continu de renouvellement, de remaniement, ce qu'on appelle le remodelage ou le turnover osseux, où ces ostéones que je vous ai montrés là tout de suite dans l'os cortical sont continuellement détruits et reconstruits pour renouveler le matériau du tissu osseux et pour lui garder sa qualité optimale. Alors ça, c'est une microradiographie qui montre ces ostéones à différents stades de formation, peu minéralisés ou plus minéralisés, et ceci montre le calcium radioactif qui va se déposer là où des ostéones sont en cours de formation. Ça concerne toujours de très petits volumes, de l'ordre de 0,3 mm3. Les cellules qui participent à ce remaniement osseux sont d'une part des cellules destructrices, ce sont les ostéoclastes, qui sont de très grandes cellules multinucléées, équipées d'une bordure en brosse, qui ressemble un petit peu à des dents de tyrannosaure et qui vont ronger les surfaces osseuses pour former ce qu'on appelle une cavité de résorption.
Après le passage de ces ostéoclastes, et ça dure à peu près une semaine, pendant 2 à 3 semaines, il y a une phase où il ne se passe pas grand-chose, qui est une phase de transition. Plus elle dure longtemps et plus l'os sera poreux pendant un temps prolongé. Et puis arrivent des ostéoblastes qui sont des constructeurs, des bâtisseurs qui vont déposer de la matrice osseuse et la minéraliser. En principe, ce qu'on espère en tout cas, c'est qu'à la fin du processus, on aura remplacé tout le volume qui a été détruit, mais comme nous allons le voir, ce n'est pas toujours le cas. Alors, lorsque les ostéoblastes ont terminé leur travail, ils sont enfouis dans la matrice qu'ils viennent de construire. Ils vont se situer dans des petites logettes réunies par des réseaux de petits canaux et ils sont placés là idéalement pour sentir les contraintes mécaniques qui se passent dans l'os. C'est comme des sondes qu'on met dans des pompes pour voir s'ils continueront à tenir le coup encore longtemps. Parfois, malheureusement, ça ne sert à rien. Les ostéocytes sont fondamentaux dans le contrôle du remodelage de l'os. Alors, en fait, ils vont contrôler le remodelage en sécrétant essentiellement 2 molécules qui sont le RANK-ligand, c'est un nom un peu barbare pour dire une molécule qui va activer le récepteur RANK, et ce récepteur déclenche une cascade de signalisation qui fait que des ostéoclastes vont se différencier. Par ailleurs et parallèlement, l'ostéocyte sécrète une autre molécule qui est l'ostéoprotégérine ou OPG, et cette molécule est en fait un antagoniste du RANK-ligand. Elle va le lier et empêcher ce RANK-ligand d'activer les ostéoclastes. L'intensité de la résorption et la vitesse à laquelle se fait le turnover va dépendre essentiellement du bilan entre ces 2 molécules activatrices et inhibitrices. L'ostéocyte sécrète aussi une 3e molécule qui contrôle la reformation osseuse et qui inhibe la formation par les ostéoblastes. Ceci est parfois utile, même très utile, pour empêcher l'os de se développer de manière trop importante et de boucher éventuellement la cavité médulaire. Alors, ces molécules sont sécrétées en fonction des signaux qui sont reçus par les ostéocytes. Ces signaux étant, comme je l'ai déjà dit, des contraintes mécaniques auxquelles l'os est soumis, mais aussi des micro-dégâts, des micro-fractures qui vont se produire dans la structure osseuse à cause des contraintes. Tout matériau qui subit des contraintes va se terminer avec des petits dégâts internes qu'il faudra réparer. Et ils intègrent tout ça avec des signaux hormonaux, endocrines, et des signaux locaux. Les signaux hormonaux principaux étant l'hormone parathyroïdienne qui augmente la résorption osseuse, les stéroïdes sexuels et en particulier les œstrogènes qui diminuent la résorption et qui augmentent la formation, et les signaux locaux étant des cytokines sécrétées soit par les cellules osseuses elles-mêmes, soit par la moelle hématopoïétique. Est-ce que ce remodelage est vraiment utile? Mais oui, il est non seulement utile, il est indispensable et il est bénéfique parce que le matériau de l'os, il se dégrade avec le temps et avec les contraintes mécaniques qu'il subit. Et donc, le remaniement va servir à remplacer l'os endommagé, à supprimer les zones où il y a des microfractures et à prévenir l'excès d'un vieillissement tissulaire. Il permet aussi à l'os de jouer son rôle de banque centrale du calcium, car en augmentant la résorption, on va augmenter l'autoperfusion de calcium vers le sang. Ceci montre par exemple un schéma où une microfissure apparaissant ici dans la matrice, les ostéocytes vont envoyer des signaux pour amener des ostéoclastes qui vont démolir le volume dans lequel cette microfissure est apparue.
et puis ça se reconstruit et on retrouve de l'os tout beau, tout neuf. Il y a un côté négatif au remodelage, c'est qu'il n'est pas toujours nécessairement équilibré. Et particulièrement avec l'âge, il y a un déficit de formation par rapport à la résorption. Et donc, à chaque cycle, on va perdre un petit volume d'os. Et ceci est particulièrement accentué à la ménopause à cause de la perte des œstrogènes qui diminue la résorption et la vitesse de remodelage. À cause de la ménopause, il va y avoir pendant un certain temps une augmentation de la vitesse du remodelage, c'est-à-dire des unités qui sont détruites et reconstruites simultanément. Et en même temps, il y a un déséquilibre encore beaucoup plus important entre la formation qui est diminuée et la résorption qui est un petit peu accentuée également. Donc le tout, accélération du remodelage, résorption augmentée, formation diminuée, la masse osseuse va diminuer et c'est ça qui va conduire à l'ostéoporose. C'est aggravé par un bilan calcique négatif, surtout s'il y a un déficit en vitamine D qui fait que le calcium est moins bien absorbé au niveau digestif. Alors, il y a pas mal de facteurs, et là on vient aux causes de l'ostéoporose, mais en certaines causes externes. Il y a pas mal de facteurs qui vont favoriser ou diminuer ce déséquilibre en faveur de la résorption. En premier lieu, un régime pauvre en calcium, c'est-à-dire chez nous essentiellement en produits laitiers, une mauvaise absorption du calcium par manque de vitamine D à cause de problèmes digestifs ou de la prise de médicaments qui diminuent l'acidité gastrique, comme les inhibiteurs de pompe à protons qu'on donne pour les problèmes de reflux gastro-œsophagien, par exemple. Le fait d'être sédentaire ou immobilisé, le traitement par certains médicaments et particulièrement par la cortisone, des maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde et des maladies endocriniennes comme une hyperthyroïdie ou une hyperparathyroïdie. Toutes ces situations vont entraîner une aggravation de la perte osseuse. Par contre, de bons apports en calcium, en vitamine D, un exercice physique régulier, ne pas fumer et, si possible, ne pas trop consommer d'alcool, tout cela est plutôt favorable. Maintenant, si on développe de l'ostéoporose et qu'on est à risque de fracture, il existe des traitements qui permettent de restaurer l'équilibre entre formation et résorption. Et ces traitements, on les classe en deux grands groupes. Ce sont des traitements qui agissent sur la résorption osseuse, et il y en a de deux types. Les bisphosphonates qui diminuent l'activité des ostéoclastes directement, et le denosumab, qui est un anticorps qui joue à peu près le même rôle que l'ostéoprotégérine en bloquant ce rank ligand qui stimule la formation des ostéoclastes. D'autres traitements vont s'attaquer au versant formation, et là aussi, on peut distinguer les dérivés de l'hormone parathyroïdienne qui sont des stimulants de l'ostéoblaste, et par ailleurs, un anticorps qui va bloquer la sclérostine, qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est une molécule sécrétée par l'ostéocyte qui diminue la formation osseuse. Et donc, ce sont des groupes de médicaments dont certains sont très efficaces pour diminuer la perte osseuse et pour reconstruire de l'os même. En conclusion, l'ostéoporose est une dégradation du squelette due à un déséquilibre entre résorption et formation osseuse qui résulte du vieillissement et de la carence en œstrogènes. Cette dégradation lente peut être aggravée par une carence en calcium, la sédentarité, certains médicaments et diverses pathologies inflammatoires ou endocriniennes. Elle provoque à terme une fragilisation des os
et un risque accru de fracture. Une panoplie de traitements permet de réduire ce risque et la suite de cette séance montrera comment il est possible de freiner l'évolution péjorative du squelette et de sélectionner les personnes qui doivent recevoir un traitement médicamenteux réduisant ce risque fracturaire. Merci.